Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand entretien de Télé Sahel reçoit ce soir le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. Dans cet entretien avec le président de la République, nous allons aborder, comme il est de coutume, la question sécuritaire qui préoccupe énormément les populations ces quelques dernières semaines et quelques questions d'actualité. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci une fois encore de nous accorder un peu de votre temps pour parler de la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines localités du pays. Il n'est un secret pour personne que depuis quelques années, notre espace sahélien est confronté à d'énormes problèmes sécuritaires se rapportant au terrorisme principalement. Les défis sont importants, mais force est de reconnaître que des progrès ont été réalisés, même si beaucoup restent à faire. En vérité, la difficulté de la tâche s'explique aussi par la complexité de la problématique sécuritaire dans laquelle certaines puissances étrangères à notre espace continuent de jouer un rôle de déstabilisation dans l'espoir de reconquérir leurs privilèges aujourd'hui perdus. Question, Monsieur le Président, quel est, de façon générale, l'état actuel de la situation sécuritaire au Niger, voire de notre espace, de notre confédération AES? Est-ce que la situation est sous contrôle en dépit des difficultés? Quelles sont les perspectives d'ensemble? Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci Abdoulaye. C'est un plaisir de partager avec l'ensemble de nos compatriotes de la Confédération et du monde qui nous suivent par rapport à cette problématique sécuritaire dans notre espace. Vous l'avez dit, une problématique liée à des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Mais permettez-moi, dans un premier temps, de rendre hommage à l'ensemble des peuples de la Confédération, particulièrement au vaillant peuple nigérien, leur présenter mes condoléances pour les morts civils et militaires. Également, rendre un hommage à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui, au prix de sacrifices énormes, se battent jour et nuit pour garder notre espace confédéral, notre pays, particulièrement le Niger, debout. Pour répondre à votre question, il faut faire un rappel historique, car comme le dit le Coran, le rappel sauve. Il faut rappeler, pour que les Nigériens et les autres peuples comprennent la définition de cette menace à laquelle nous sommes confrontés, les implications qui sont derrière cette menace, qui n'est autre ou qui ne sont autres que la défense des intérêts géostratégiques ou géopolitiques des puissances impérialistes, mais particulièrement néocolonialistes. Il faut toujours placer les événements dans leur contexte de globalisation. Je veux dire placer les éléments ou les événements dans leur contexte de globalisation en rappelant en 1979, beaucoup l'ont oublié, beaucoup d'autres ne l'ont pas connu, une prise d'otage en Arabie Saoudite, dans la grande mosquée de la Mecque. Prise d'otage des pèlerins associés ou attribués à ce qu'on a appelé les fondamentalistes, c'est-à-dire des jeunes étudiants
qui étaient en thèse peut-être de doctorat ou autre dans le domaine de l'islam. Face à cette prise d'otage, des pays vont se mobiliser. Et parmi ces pays, bien sûr, la France sera le premier à demander à l'Arabie Saoudite de les laisser mettre à la disposition de l'État et du Royaume d'Arabie Saoudite ce qu'on a appelé, ou qu'on appelle toujours, le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française. Mais les Saoudiens savaient que c'est le pyromane qui veut jouer le jeu du sapeur-pompier. Ils ont poliment, mais de façon diplomatique, rejeté cette offre. Cette offre l'ont substituée par l'intervention des forces spéciales du Pakistan. Parce qu'ils conçoivent que les forces spéciales du Pakistan sont des forces qui sont composées par des musulmans et qui peuvent accéder à la mosquée où plusieurs centaines de pèlerins étaient pris en otage. Ça s'est passé en novembre 1979. La crise va connaître son dénouement un mois plus tard, en décembre 1979. Mais ce n'est que le début d'un grand complot que je ne saurais relater ici intégralement. D'accord. L'un dans l'autre, en 1980, le conflit va se déporter, où les puissances néocoloniales et impérialistes vont déporter ce conflit en Afghanistan. Vous savez ce qui s'est passé en Afghanistan de 1980 jusqu'en 1986 exactement. Vous connaissez les implications qui ont eu lieu en Afghanistan. Après l'Afghanistan, ce conflit va se déporter un peu plus loin, en Irak. Nous savons ce qui s'est passé en Irak. Nous connaissons les acteurs, nous connaissons les implications et nous connaissons les intérêts géostratégiques et géopolitiques et tous les non-dits qui ont couronné malheureusement cette période où beaucoup de citoyens irakiens ont perdu leur vie. Le néocolonialisme ne s'arrêtera pas à ça. Un foyer s'éteint, c'est un autre qui est déjà programmé pour s'allumer. Le conflit va revenir en Syrie. Mais avant d'arriver en Syrie, ils ont tenté de l'allumer plus proche de nous, en Algérie, avec les retours des Moudjahidines qui revenaient de l'Afghanistan. Donc la Syrie a été un autre point de chute de ses intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Syrie jusqu'à la dernière évolution où tout le monde a suivi et tout le monde a découvert le grand jeu de ces puissances néocolonialistes. Mais avant la fin de la Syrie, ils ont mis également un foyer en latence qu'ils ont rallumé, c'était la Libye, à notre frontière nord. Nous savons ce qui s'est passé en Libye et nous savons quels sont les acteurs qui étaient derrière ce qui s'est passé en Libye et quelles sont les conséquences de cette intervention face à laquelle, malheureusement, nos pays africains n'ont pas eu le courage d'élever la voix. Je fais ce rappel pour que les gens comprennent que si aujourd'hui
je suis en mesure de m'adresser directement aux concitoyens, beaucoup d'efforts ont été consentis. Nos forces de défense et de sécurité ont consenti beaucoup de sacrifices. Pour venir au cas spécifique du Sahel de façon globale et de la Confédération encore de façon plus précise et du Niger en particulier, je rappellerai quels sont les acteurs qui sont derrière cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ces acteurs ne sont autres que la France, accompagnée de l'Union européenne, malheureusement, et du régime sortant des États-Unis d'Amérique. Okay. La France a utilisé plusieurs moyens pour nous déstabiliser. Vous vous rappelez, le 26 juillet, date de la révolution qui a cours au Niger, 2 jours après le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, qui était en visite dans un territoire ou département d'outre-mer, a convoqué un conseil de défense. Je dis bien un conseil de défense sur la situation au Niger. C'était bien, je le dis et je le répète, le 28 juillet 2023, donc 48 heures après les événements du 26 juillet. Face à ce conseil, des décisions ont été prises et, entre autres, il faut par tous les moyens rétablir Bazoum au pouvoir. Pour rétablir Bazoum au pouvoir, il y a eu des propositions, notamment l'utilisation de la CEDEAO comme marionnette. Mais bien sûr, ce n'est pas eux qui disent marionnette. Et ils présentent la CEDEAO comme un défenseur de la démocratie, droit et ordre constitutionnel. Le régime français ne s'est pas limité à utiliser, manipuler la CEDEAO. Ils ont créé, et je l'ai rappelé lors de mon dernier entretien du 25 décembre 2024, ils ont créé une première cellule qu'ils ont appelée la cellule chargée de réflexion sur le commandement pour l'Afrique. Cette cellule, je l'ai rappelé, a été confiée à Jean-Marie Bockel, je l'ai dit dans l'entretien du 25, qui lui-même a fait appel à des officiers supérieurs des forces armées françaises, notamment David Pawlowski, ensuite Paul Menon Bertheux. En son temps, également, j'ai dit les postes qu'ils ont occupés. C'est ça. L'un de l'autre, ils avaient eu pour mission, de la part de Jean-Marie Bockel lui-même, désigné et mandaté par Emmanuel Macron, de réfléchir pour trouver les moyens non seulement d'empêcher toute autre contamination, puisque ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger est considéré comme une maladie contagieuse qu'il fallait par tous les moyens éradiquer. Ces gens ont réfléchi, je l'ai rappelé également dans l'entretien du 25, auquel nos téléspectateurs peuvent se référer. Et pour aller plus vite, ils ont fait des propositions. La France, qui est présente sur 5 pays militairement, qui sont le Tchad, la Côte d'Ivoire,
le Gabon, le Sénégal et Djibouti par rapport à la proposition du commandement pour l'Afrique, à l'image de l'Africacom des États-Unis, Oui. proposait que ce nombre où on a annoncé aux Africains, les Français sont en train de se retirer, passe à 15 pays. J'ai cité les 15 pays. Beaucoup se sont mis à démentir, mais on ne peut pas démentir une vérité. Ouais. Qui est là. C'est une vérité historique. Désormais, Emmanuel Macron l'a confirmé. Je ne reviendrai pas sur ces pays parce que je les avais déjà cités. Mais les Africains doivent prendre conscience que ce que projette la France, elle fera tout pour l'atteindre, même si c'est d'ici 100 ans. Un général français l'avait dit à Abéché, nous étions en Afrique il y a 200 ans, nous étions repartis il y a 60 ans, nous devons, puisque nous sommes de retour, rester pour minimum 100 ans. Ce n'est pas des paroles en l'air. Okay. Ce n'est pas des paroles en l'air quand on les met côte à côte avec ce que le général Lecointre a dit il y a quelques mois, en 2024, qu'il va falloir, avec l'Union européenne, traverser la Méditerranée, même si c'est dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, pour reconquérir par les armes sur le feu l'Afrique. Parce que la France et l'Europe sans l'Afrique, c'est la souffrance en perspective. Ouais. Un autre génie français avait dit également, puisque les troupes et l'ambassadeur français que nous avons expulsés sont en train d'être évacués, ils vont utiliser ce temps qui est favorable à la déstabilisation subversive. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles mûrement réfléchies, c'est des paroles fruits des échanges stratégiques que ces gens entretiennent, contrairement à nos pays africains, où chacun, pour préserver son 2e, 3e, 4e mandat, Oui. est prêt à sacrifier son frère. Pour revenir à ce qui a été mis en place et dont on voit le déroulement actuel, toujours en 2024, après cette cellule dont Jean-Marie Bockel avait eu la responsabilité, pour laquelle il a présenté le résultat le 23 octobre 2024 à la présidence française, donc à Emmanuel Macron. Il a initié, il ne s'est pas arrêté là, pour vous montrer l'esprit européen qui entoure tous ces événements que nous vivons aujourd'hui. Il a entrepris une campagne de présentation. Il a déjà fait l'Italie. Oui. Il devait faire l'Allemagne en novembre 2024. Et c'est là où nous avons cessé d'accorder d'intérêt à ces actions pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Donc après cette cellule, une autre cellule a vu le jour en septembre, toujours de l'année 2024. Cette cellule, l'ont appelée la cellule Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée a été confiée à un certain Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas la prononciation. Guilou s'écrit G-U-I-L-H-O-U.
C'est aux téléspectateurs ou bien aux Français de nous dire comment ça se prononce, mais moi je considère que c'est Christophe Guilou. D'accord. Donc c'est Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas, a également, comme Jean-Marie Bockel, désigné un autre génie pour conduire la réflexion. Je rappelle que Christophe Guilou était ambassadeur de France au Cameroun. Et il a pris le titre d'ambassadeur et envoyé spécial français au Sahel. Il va désigner un certain Jérémy Robert. C'est lui le génie qui va conduire toujours cette réflexion par rapport à la leçon la mieux adaptée à donner au pays de la Confédération. Ce Christophe Jérémy va constituer son équipe. Lui, il aura le titre de conseiller Afrique de l'Élysée. Je dis bien conseiller Afrique de l'Élysée, le Jérémy Robert. Il va constituer cette cellule Sahel qui sera composée de la DGSE française, de l'Organisation internationale de la francophonie, je dis bien l'Organisation internationale de la francophonie, et d'une direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Cette cellule, selon leurs propres termes, aura à sa disposition des fonds illimités. Des fonds illimités, je le dis avec insistance, parce que ça prouve l'importance que le régime subversif français accorde à cette cellule Sahel. Disposant de fonds illimités, sa mission sera d'amplifier tout événement qui se produira dans la Confédération États du Sahel. Particulièrement tout événement qui aura lieu ou qui n'a même pas eu lieu au Niger. Je dis bien qui n'a même pas eu lieu au Niger. D'accord. Elle aura également pour mission, à travers la DGSE française, de conduire, et particulièrement au Niger, cette cellule Sahel, les missions qui ont été confiées à cette cellule. L'importance de ce rappel, c'est pour que nos compatriotes nigériens et de la Confédération, et même du monde, puisque nous avons une diaspora confédérale à travers le monde, comprennent ce qui se passe présentement dans notre espace. C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre de déstabilisation, c'est une guerre de néocolonisation qui est conduite avec les financements français, européens et occidentaux. Mais des puissances, je le répète, néocoloniales, impérialistes, occidentales. La France et ses autres acolytes ne se sont pas limités à la création de ces cellules où elles ont confié des missions bien particulières. La France a également infiltré tous les mouvements qui initialement étaient appelés des mouvements indépendantistes. Ensuite, des mouvements djihadistes. Et enfin, des mouvements terroristes. Puisque le mensonge a beau courir, la vérité finira toujours par le rattraper. C'est à
ces forces néocolonialistes et à ces troupes auxiliaires, tirailleurs d'un autre âge que nous faisons face et que nous faisons face avec succès. Ouais. Mais pour comprendre les implications, ces puissances européennes en tête avec leur guide spirituel ont fait ce que nous pouvons qualifier de repeuplement terroriste dans notre espace confédéral. Ce repeuplement terroriste a consisté en quoi? Ils ont, en 2 vagues successives, transféré du lac Tchad, pour une première fois, face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, les tirailleurs auxiliaires d'un autre âge, ils ont transféré 400 combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou dans les provinces ouest-africaines, comme ils l'appellent pompeusement, dans le triangle Burkina, Niger, Mali. Ça s'est passé du 21 au 24 du mois d'avril, le mois passé. Le mois passé. 2025. Un deuxième lot de 350 combattants toujours de ISWAP, l'État islamique comme il l'appelle, dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Mais là également, je veux démontrer qu'il n'a rien d'islamique. C'est des mercenaires à la solde des puissances occidentales. Donc 350 dans, malheureusement, le nord du Bénin, qui est actuellement abandonné par les forces armées béninoises, sous prétexte de créer une profondeur stratégique. Quelle profondeur stratégique le Bénin peut s'offrir? Tout ceci n'est que inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement au pays de la Confédération. Ça également sera détaillé dans les questions qui viendront certainement. D'accord. Donc, pour synthétiser, j'avais fait un rappel historique pour démontrer que tous les pays qui ont été confrontés de 1979 à nos jours à cette guerre géostratégique, géopolitique, ne s'en sont pas sortis. Ouais. Pour démontrer tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je l'ai dit et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs comme ils l'ont dit, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens
pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. Ça, c'est eux qui leur ont dit ça en mars de cette année 2025, le 15 mars exactement, une rencontre à laquelle il y avait la délégation française, la délégation américaine, il y a une délégation qui intervenait au nom de la Grande-Bretagne et certains pays de l'Union européenne et africains, particulièrement ouest-africains. C'est pour dire que ces puissances néocoloniales impérialistes n'ont pas lésiné sur les moyens à mettre pour nous déstabiliser. Et que si nous résistons, si nous tenons, malgré les difficultés évidentes, financièrement, économiquement, de nos trois États, c'est un effort indéniable, je dis bien un effort indéniable des États de l'Alliance du Sahel à travers leurs forces de défense et de sécurité, effort qui permet de contrôler la situation, d'endiguer la situation et d'inverser la tendance malgré tout ce qui a été consenti par ces puissances néocoloniales. C'est pour dire au peuple de la Confédération et au peuple africain qu'ils doivent être fiers malgré ce tapage médiatique, l'annonce de l'apocalypse qui se déroule présentement sur les territoires de la Confédération. Je dis bien que nos peuples doivent être fiers de ce que nous avons réussi. Ils doivent être fiers de ce que nous avons réussi quand on sait que c'est une opération d'encerclement systématique de la Confédération qui a été planifiée à travers, je le répète, les tirailleurs d'un autre âge ou leurs auxiliaires et spahis français, européens et occidentaux en un mot. Donc, c'est une situation que nous contrôlons. C'est une situation certes difficile. C'est une situation qui a des ramifications géostratégiques, géopolitiques, d'intérêts néocolonialistes. Nos peuples doivent être fiers de leurs forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur le Président, nous constatons également que la situation sécuritaire est plus difficile dans l'ouest nigérien que dans la zone des trois frontières en comparaison avec la zone est, notamment le pourtour du lac Tchad où sévit le Boko Haram. Comment expliquer cette situation? Tous ces événements qui ont cours sont l'expression des intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales qui utilisent des auxiliaires que nous avons cessé d'appeler djihadistes ou terroristes, mais qui utilisent des auxiliaires néocolonialistes à travers lesquels ils mènent la guerre à nos États. Nous sommes en état de guerre. Les pays que j'ai cités et qui n'ont pas tenu face à cette situation sont une preuve palpable pour tout sceptique. Ouais. C'est une situation de guerre que nous vivons
situation de guerre néocolonialiste guidée par des intérêts néocolonialistes. Le lac Tchad a été à un certain moment le centre d'intérêt de ces puissances néocoloniales. Le lac Tchad ne date pas de 2015. Oui. Le lac Tchad date d'avant 2015. Nous savons de quand date le lac Tchad. J'ai particulièrement servi déjà dans les années 96-97 dans le lac Tchad. C'est vrai, c'était des mouvements différents et qui ont eu leur solution de façon différente parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'implication néocolonialiste. À travers la négociation ou les négociations, nous étions parvenus à des accords que nous fêtons chaque 24 avril chez nous au Niger. La fête de la Concorde. La journée de la Concorde. Donc pour revenir à la situation qui nous concerne actuellement, le lac Tchad a été à un certain moment, de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2025, début d'année, le centre d'intérêt de ces puissances néocolonialistes. Mais avec la création de l'Alliance des États du Sahel, les intérêts géostratégiques, géopolitiques, néocolonialistes ont changé de champ. Le nouvel espace de ces intérêts est l'espace confédéral. Où se situe cet espace confédéral? Il se situe au confluent du Mali, du Burkina et du Niger. J'ai dit confluent, c'est pour schématiser. Bien sûr. C'est le nouveau pôle des intérêts de ces puissances-là. Et c'est la raison essentielle qui a fait que depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, suivie de la Confédération, nous avons assisté à une intensification des actions contre nos États. Les intérêts ayant basculé du lac Tchad vers l'Alliance des États du Sahel et plus tard la Confédération des États du Sahel, les puissances occidentales ont également transféré leurs proxys, leurs tirailleurs auxiliaires néocolonialistes pour nous mener la guerre dans notre espace confédéral. Parce qu'il fallait par tous les moyens qu'un des États tombe. Et c'est ce qui justifie l'implication active de certains groupements d'intérêts américains aux côtés de la France, qui naturellement n'a jamais gâché son hostilité et son acharnement à préserver, peut-être que c'est logique ou rationnel de sa part, de préserver ses intérêts dans des États qui ne sont pas considérés comme des États souverains. Et certaines citations vous feront comprendre. Jusqu'ici, le prisme avec lequel la France et certains citoyens, l'élite française, qui conduit, je ne sais pas s'il faut les qualifier de destinées françaises, en tout cas, qui sont à la tête de l'État français, ou les conseillers de ceux qui sont à la tête de l'État français,
qualifie de colonie française à ne pas perdre par tous les moyens. Ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est une leçon pour les pays de la CEDEAO qui pensent qu'ils sont indépendants alors qu'ils sont considérés comme colonies françaises au XXIe siècle et que la France ne devait en aucun cas perdre pour la prospérité de ses fils et de ses petits-fils, au risque de voir, selon leurs propres mots, la migration changer de direction. Parce que si cela arrivait, selon toujours ces génies français, c'est les Français qui vont traverser pour venir vers ces anciennes colonies, si toutefois ces colonies arrivent à se libérer, pour chercher leur subsistance. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe dans l'espace confédéral, c'est la résultante d'une réflexion profonde guidée par la défense des intérêts géostratégiques, géopolitiques de ces puissances coloniales qui sont prêtes à marcher sur les cadavres des citoyens africains de la Confédération qui ne leur ont jamais déclaré la guerre. Mais que ces puissances occidentales se le tiennent pour dit, si leur guerre a pour but de préserver, je dis bien de préserver, leur opulence, leur prospérité, pour que leur descendance ne souffre, cette guerre que nous menons avec acharnement est une question de vie ou de mort pour nos États. Okay. Le combat n'est pas le même et Inch'Allah, l'issue ne sera pas la même. Nous nous battons pour notre survie, nous nous battons pour la survie de l'homme africain tout court et je suis sûr, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui se passe dans cet espace, c'est de l'exagération qui s'appuie sur des événements amplifiés, des événements souvent tragiques, mais montés de toutes pièces par la France. Et ça, nous en avons les preuves. Nous avons les preuves matérielles, nous avons les preuves physiques, parce que nous avons des acteurs qui y ont participé activement. Le camp a changé du lac Tchad vers ce que nous appelons l'espace confédéral. C'est les intérêts géostratégiques qui ont changé et c'est une question de protection des intérêts néocolonialistes afin d'empêcher aux États de l'AES de faire tâche en Afrique. Parce que c'est ça la plus grande préoccupation de ces puissances-là. Si l'AES réussit, c'est d'autres pays qui n'ont pas eu le courage jusqu'ici de s'afficher qui vont suivre les pas de la Confédération. Et ça, l'Occident s'entend à merveille pour que ça échoue. Mais la vérité de la cupidité occidentale, pour faire un petit rapprochement, il faut que les gens comprennent que l'Occident n'a que faire des communautés qui constituent notre espace confédéral.
l'Occident cherche à faire comprendre que c'est par humanisme qu'ils sont en train d'intervenir dans notre espace pour protéger des communautés ciblées et massacrées. Mais je vous donne un petit exemple et que chacun se fasse son opinion. Le conflit qui a cours en Palestine, à Gaza, a aujourd'hui 1 an, 6 mois. Savez-vous combien de morts on a enregistré? En 1 an, 6 mois, il y a plus de 50 000 morts. Plus de 200 000 blessés. 50 000 morts, majoritairement hommes, femmes et enfants palestiniens. Mais où sont tous ces humanistes? Où sont toutes ces puissances promptes à intervenir ou à s'arroger le droit d'ingérence humanitaire? Bien sûr, d'ingérence humanitaire quand il s'agit des pays de la Confédération. Mais ingérence humanitaire qui n'a plus de sens, même par rapport à l'organisation qui nous réunit aujourd'hui, les 194 pays qui est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU. Toutes ces organisations, tous ces pays sont inaudibles aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas par humanisme que les gens sont en train de battre campagne, c'est purement pour défendre des intérêts géostratégiques dans notre espace. Donc pour conclure avec votre question, c'est des jeux d'enjeux géostratégiques qui, à un moment ou un autre, inversent les tendances de la perception de la déstabilisation que nous avons dans un secteur comme le lac Tchad initialement, pour être transféré dans l'espace confédéral des États du Sahel. D'accord. C'est juste ce jeu impérialiste auquel nous assistons. D'accord. On va poursuivre cet entretien. Monsieur le Président, justement par rapport à la zone des 3 frontières, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, avait évoqué dans un entretien télévisé au mois de janvier dernier la constitution d'une armée de la Confédération AES pour sécuriser cet espace. Où en sommes-nous et en attendant, quelle est l'approche pour une réponse commune dans cette zone? Mais je suis surpris de cette question. D'accord. Puisque en plus de ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qu'il a affirmé lors de son entretien bilan, c'est une réalité physique sur le terrain que nous formons aujourd'hui ce que nous appelons la force unifiée des États du Sahel. Ce n'est pas la force d'attente ou la force en attente. Je ne suis pas sûr de l'appellation parce que ça fait plus de 30 ans que cette force existe et plus de 30 ans qu'elle a toujours été en attente ou qu'elle a toujours été d'attente, de telle sorte qu'elle s'est nécrosée. Elle n'a jamais conduit une opération, pourtant dans un espace troublé depuis 2010 par des intérêts géostratégiques néocolonialistes. Nous l'avons vécu au Nigeria. La CEDEAO, à travers sa force en attente, n'a jamais rien fait
pour venir en aide ou en soutien au Nigeria, ce sont ces mêmes pays que le Nigeria considère aujourd'hui comme, ou les autorités nigérianes considèrent comme leurs ennemis, qui ont sacrifié des hommes et des femmes pour reconquérir tout le Bornou. Je le dis bien, pour reconquérir tout le Bornou. Et ça, c'est pas en 2010 que ça a commencé. Personnellement, j'avais conduit des opérations, je l'ai dit, en 96, 97, puis en 2008, avant que ça ne soit cette situation actuelle. Ensuite, des officiers nigériens, notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont conduit des troupes en coordination avec les forces armées tchadiennes pour libérer des vastes territoires occupés du Nigeria, notamment l'ensemble des États qui constituaient le Bornou ou qui constituent le Bornou. C'est le sacrifice que nos forces ont consenti. Et c'est ce sacrifice sur lequel aujourd'hui les autorités du Nigeria crachent. Donc, pour revenir à la force unifiée, c'est une réalité. Cette force a fait ses preuves sur le terrain, au contraire de la force en attente de la CEDEAO, comme l'avait dit brillamment Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre malien. Cette force qui est en attente et que nous attendons toujours, mais qui reste toujours en attente depuis plus de 30 ans. La force unifiée de la Confédération est une force active. Elle a mené des opérations en bilatéral entre soit le Niger et le Burkina Faso, le Niger, le Mali, ou le Mali, le Burkina Faso. Elle a mené des opérations de façon tripartite, donc des opérations au sein de la Confédération en tant que force de la Confédération, au moins 3 opérations, dont la dernière remonte en janvier pour finir en février de cette année 2025. Vous suivez l'actualité, vous suivez le bulletin des forces de défense et de sécurité. Je crois que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés savent que la force unifiée des États de l'Alliance du Sahel est une réalité. C'est une force qui se met progressivement en place. C'est une force qui monte en puissance. C'est une force que nous avons décidé de créer déjà le 31 juillet 2023, quand la CEDEAO, marionnette entre les mains de la France, avait décidé de faire la guerre au Niger, pays auquel elle avait donné l'ultimatum d'une semaine pour rétablir le démocratiquement élu, le démocratiquement démocratique de l'Afrique, Bazoum Mohamed. Cette force est née le 31 juillet 2023, quand le Mali, le Burkina ont affirmé que toute attaque contre le Niger sera considérée comme une agression contre l'un ou l'autre de ces États. Et que c'est ensemble que nous allons faire face à la CEDEAO. Une semaine plus tard, la CEDEAO a mis, ou la France a mis l'avertissement en exécution.
vous avez suivi toutes les péripéties, Bien sûr. les mobilisations qui ont eu cours, l'embargo qui a suivi, un embargo de fer contre notre pays. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous continuons à vivre les méfaits de cet embargo qui n'est pas levé à la date où je vous parle, parce que c'est la volonté de la France de ne pas lever cet embargo. D'accord. Donc la force unifiée de la Confédération est une réalité. Elle opère, elle monte en puissance parce que nous avons compris que notre sort en dépendra. Isolement, et c'est ce à quoi s'acharne la France et tous ses acolytes occidentaux. Isolement, nous sommes faibles. Mais ensemble, au sein de la Confédération, nous sommes forts, nous sommes très forts, j'en suis convaincu. Et la preuve, c'est la façon avec laquelle nous maîtrisons cette guerre néocolonialiste qui nous est imposée tout simplement pour des raisons de prestige et des raisons de préservation des principales causes de prospérité de ces puissances néocoloniales. D'accord. Monsieur le Président, lors de vos entretiens précédents, vous avez évoqué des problèmes sécuritaires liés à des tentatives de déstabilisation au niveau de nos frontières avec le Bénin et le Nigeria. Où en sommes-nous actuellement? Qu'en est-il de façon générale des tentatives, des projets et autres complots de déstabilisation ourdis par certaines puissances étrangères contre notre pays et ses institutions, avec malheureusement la complicité de certains Africains? Vous venez de finir par malheureusement la complicité de certains Africains, mais il faut préciser de certains chefs d'État et leurs collaborateurs des pays africains, particulièrement ouest-africains. Vous l'avez rappelé, le Nigeria et le Bénin. J'ai rappelé les sacrifices que nous avons consentis. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas un faible mot. Des sacrifices de nos militaires, sacrifices de nos populations civiles, sacrifices de nos ressources financières, sacrifices de nos ressources matérielles pour être aux côtés du Nigeria quand il fallait être aux côtés du Nigeria, quand nous avions compris que la sécurité du Nigeria est notre sécurité et vice-versa. Malheureusement, je l'ai dit dans mes entretiens précédents, nous sommes amenés à constater que le Nigeria n'a pas été fidèle au soutien que le Niger et certains pays comme le Tchad lui ont apporté au moment où il en avait besoin. Le même Nigeria qui se targue d'avoir 1 million de militaires, c'est ce même Nigeria que le Niger à l'époque qui n'avait que tout au plus une quinzaine de milliers de soldats, de militaires, FDS, toutes forces de défense et de sécurité réunies, avaient soutenu, avaient libéré avec, comme je l'ai dit, le Tchad. Ce même Nigeria, je le dis et je le répète, est à la base de beaucoup d'actes de malveillance vis-à-vis du Niger. Je rappellerai quelques événements de complicité flagrante des autorités du Nigeria qui participent activement
à la déstabilisation de notre pays. Le Nigeria avait servi, je l'ai dit, de deuxième base de retranchement des troupes et des forces subversives françaises quand nous les avions expulsés de notre pays. Je l'ai dit, le Nigeria et le Bénin. Mais je procéderai un à un pour déterminer le rôle que chaque pays a joué. D'accord. Quand nous avions expulsé d'abord l'ambassade de France au Niger, parce qu'il a pensé que le Niger était toujours la colonie, mais on est malheureusement au regret de constater que ce n'est pas lui seul qui pensait. Même Macron le pense. Et je vous l'ai dit, l'anecdote qui s'est passée à Bruxelles, Oui. quand il s'est agi de la situation au Niger, où un pays de l'Union européenne avait proposé une médiation parce qu'ils ont compris que ce qui se passe au Niger n'est autre que la France qui cherche à préserver ses intérêts et qu'elle est prête à marcher sur les cadavres des Nigériens pour y parvenir. Quand nous les avons expulsés, ils ont retrouvé refuge au Nigeria. Ouais. Nous l'avons décrié pour dire au Nigeria que ce n'est pas la meilleure solution, si tant est-il que c'est la stabilité qui est le souci des autorités nigérianes. C'est de leur autorité. Ils ont décidé de passer outre nos avertissements. Le Nigeria participe actuellement au soutien logistique ou est amené à participer, puisque le peuple est abusé, au soutien logistique apporté à ces groupes terroristes qui sont dans le bassin du lac Tchad et qui font des victimes par centaines et centaines de Nigériens chaque jour. Je vais citer 3 ou 4 rencontres qui ont eu lieu au Nigeria. Toujours, et c'est ça qui est regrettable, dans le sens de déstabiliser le Niger. Je l'avais dit lors de mon intervention du 25, beaucoup de Nigérians se sont agités au lieu d'analyser et de chercher à savoir ce que j'ai dit. Tire son fondement de quel domaine? Est-ce une légende ou bien est-ce une vérité incompréhensible? J'ai dit incompréhensible. La vérité reste toujours la vérité. Quel que soit le maquillage, elle ressurgit toujours. Le 25 janvier 2025, après toutes les rencontres que j'avais décriées, le 25 décembre 2024, le 25 janvier 2025, une rencontre a eu lieu à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre a vu la participation, bien sûr, des incontournables concepteurs du mal, les Français, une délégation française, une délégation américaine,
en tout cas qui s'est réclamée d'être américaine, une délégation nigérienne à tout seigneur, comme on dit, tout honneur. La délégation d'ailleurs du Nigeria était conduite par des sénateurs et des ministres. Ensuite, une délégation béninoise, une délégation ivoirienne et toutes ces délégations des pays que je viens de citer étaient du niveau ministériel. Le 25 janvier donc, il était question de trouver comment régler définitivement la situation de ces pays de l'Alliance des États du Sahel auxquels on avait donné tout au plus 1 mois, 2 mois avant qu'ils ne tombent. C'est ça. Et suite à cette rencontre qui a eu lieu le 25 janvier 2025, il a été décidé de renforcer le financement des groupes armés terroristes, notamment Boko Haram, ce qu'ils ont appelé ou ce qu'ils appellent Abu Umaima, mais de son vrai nom, Issa Mohamedou, qui est le leader actuel de Boko Haram. Il y avait une délégation également de ISWAP, de Habib Youssouf Mohamed, le fils de Youssouf Mohamed, le concepteur même de Boko Haram, qui a été tué par les forces de défense et de sécurité du Nigeria le 29 juillet 2009. Mais demandez-vous, ces délégations terroristes, comment est-ce qu'elles ont fait le déplacement à Abuja au Nigeria? La réunion s'est tenue à la périphérie de Abuja au Nigeria. Ces délégations terroristes ont été transportées sur les lieux par moyens aériens, avec des hélicoptères qui ont été mis gracieusement à leur disposition. Il a été donc, pour aller vite, décidé que le soutien total sera apporté à ces forces terroristes que nous appelons désormais les auxiliaires néocoloniaux des puissances impérialistes néocoloniales. Renfort en armement, renfort en moyens financiers et même recrutement au profit de ces forces qui sont dans le lac Tchad, des ressources humaines, pour ne pas dire de combattants. Ça s'est tenu le 25. Cette réunion a été suivie d'une autre réunion de réajustement le 3 février 2025. Donc, à peu près une semaine ou en tout cas moins d'une dizaine de jours après la première réunion. Au cours de cette réunion du 3 février 2025, il avait été décidé particulièrement du financement de ces auxiliaires néocoloniaux qui se fera à travers, et c'est là que le monde comprendra pourquoi nous avons pris la décision d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Il y a les représentants de la Croix-Rouge qui ont pris part à la première réunion du 25 et qui vont prendre part à la deuxième réunion du 23. Et il va être décidé sur le plan financier, pour tout soutien financier qui est inférieur à 1 milliard de francs CFA,
c'est à travers le compte de la Croix-Rouge nigérienne. Pour tout montant de plus de 1 milliard, donc 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards ou plus, c'est à travers soit les comptes de la Croix-Rouge du Bénin ou la Croix-Rouge ivoirienne. Pour les comptes qui vont recevoir les devises, notamment euros ou dollars, Oui. ça sera à travers le compte de la Croix-Rouge basé au Nigeria. Voilà ce qui a été décidé à la rencontre le 3 février 2025. Face à cette situation, nous avons décidé le 4 d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, ils vont bondir pour dire qu'ils n'ont jamais été associés ni de près ni de loin. Mais je rappelle à Christophe Foguet, pour des Nigériens employés de la Croix-Rouge, ils sauront de qui je parle, que nous avons des lettres écrites, signées de ses mains envoyées à Abou Oumaima. Donc, il ne sert à rien de dire que ce que dit le président nigérien n'est que pur, je ne dirai pas le mot, mais nous avons des preuves, D'accord. et nous décidons toujours convaincus des preuves que nous détenons. Nous avons expulsé la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, le Nigeria, comme à son habitude, va dire que ces réunions n'ont pas eu lieu. Mais pour rappeler au Nigeria que nous suivons tout ce qui se passe à travers les anciens compatriotes qui ont fui après les événements du 26, le 8, le 9 décembre, avant janvier, une réunion s'est tenue dans le bureau d'un certain Chefou Bardé. Je ne le connais pas. D'accord. C'est au Nigeria de vérifier. Il est assistant au chef des services de renseignement du Nigeria, Mohamed, la NIA, ce qu'ils appellent la National Intelligence Agency, NIA. Cette réunion qui s'est tenue dans son bureau a décidé de l'affectation des moyens au profit des groupes terroristes qui opèrent à partir du territoire nigérien, notamment Sokoto, Katsina, Kebbi, Zamfara, que j'avais alerté à l'époque, si vous vous rappelez, avec la lettre que nous avons saisie d'un prisonnier terroriste du 4 mars 2024 et qui révélait, c'est une lettre numéro 011 du 4 mars 2024, écrite par ceux qu'ils appellent la Daoula centrale à la wilaya du lac Tchad, à travers laquelle il a été décidé de créer le mouvement Lakurawa ou de le ressusciter, puisque ce mouvement existait depuis 2017, mais avec la particularité de le renforcer avec des combattants de ISWAP qui sont dans le lac Tchad et des combattants de l'État islamique, ce qu'ils appellent l'État islamique au Sahel, ou abusivement EIGS. Cette réunion, donc, je l'ai dit, elle s'est tenue de 10h30 à 16h dans le bureau de M. Bardé, Cheikhou Bardé, qui est l'assistant de M. Mohamed,
qui est le chef des renseignements du Nigeria, la NIA, et ce sont les décisions qui ont été prises, décisions à laquelle, je le répète, ont participé également une délégation française, une délégation de 2 Américains, ou qui se sont en tout cas présentés comme 2 Américains de la CIA, des représentants du Bénin, je ne dirais pas des représentants, comment on appelle ça, oui, du Nigeria. Bien sûr. Bien sûr. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas et ça se passe dans le bureau de l'assistant, chez Houbarde, assistant du chef des services de renseignement du Nigeria. Donc, nous avons, je l'ai dit, le 4 février, pris la décision d'expulser le CICR, parce que le CICR, qui n'est pas seule organisation à se prêter à ce jeu, vous étiez témoin au Niger, nous avons expulsé plusieurs autres organisations qui étaient manipulées par la France pour financer, recruter, puisque pour recruter il faut de l'argent, il faut financer. Donc pour financer et recruter des apatrides de l'espace confédéral ou de l'espace national du Niger et des éléments de subversion. En son temps, certains Nigériens qui avaient ces organisations comme Gagne-Pain, qui n'ont pas compris les motivations pour lesquelles nous avons expulsé, parce que nous avons fait le choix de préserver l'ensemble des Nigériens au détriment des intérêts individuels ou groupuscules. Bien sûr. Après cette rencontre du 3, toujours par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria et ce qui se passe au Nigeria, le mois de mars, exactement le 15 mars, une autre rencontre a eu lieu dans le bassin du lac Tchad, cette fois-ci, toujours avec les mêmes acteurs, le Nigeria en tête, la France et la délégation américaine également, le Bénin également, la Côte d'Ivoire également. Et là, il a été décidé clairement que les efforts doivent être orientés spécialement et spécifiquement sur le Niger. Les terroristes ont été rappelés à l'ordre par rapport à leur laxisme vis-à-vis du Niger, pour lequel ils ont pris l'engagement de renverser ce régime illégitime, selon, bien sûr, l'Occident impérialiste, et qu'ils tardent à le faire. Mais pour rappeler le vrai visage de la France, quand nous avions expulsé le CICR, le 4, nous avons donné l'ordre d'expulsion, le 4 février. Le 7 février, un vendredi, des représentants de cette organisation, la Croix-Rouge, accompagnés d'un employé africain qui avait servi à Difa, dont je tairai le nom, ont fait mouvement pour rencontrer Abou Oumaima et Abou Moussa al-Barnawi. Pour leur dire, lors de la réunion avec les autres pays et avec vous-même, avec vos représentants, personne ne devait être au courant des décisions prises et des engagements du Comité international de la Croix-Rouge à servir de point de transfert vers vos mouvements respectifs. Pourtant, les autorités de Niamey sont au courant et la conséquence, c'est notre expulsion. Il faut que vous repreniez en main vos combattants. Je dis bien le vendredi 7 février.
Au dimanche 9 février, déjà, plus de 10 terroristes ont été exécutés par ces chefs terroristes auprès desquels le comité international de la Croix-Rouge s'est plaint. Ce comité-là était composé de 2 représentants français, un homme et une femme. Oui. À la date du 28 du mois d'avril, nous étions à 108 exécutions de terroristes qui sont suspectés d'être les informateurs de Niamey. Bien sûr, comme à leur habitude, ils vont dire que non, c'est juste un conte de légende. C'est Diado Sekou qui anime. Mais que ces chefs terroristes nous donnent la position. Je vais citer juste 2 personnalités influentes dans le mouvement par rapport au poste qu'elles occupaient, puisqu'elles ont été exécutées. Notamment Mohamed Tchad, un FIA de Abou Umaima, qui a été suspecté d'être un espion des autorités nigériennes, ce qui n'en est rien, et la preuve. Ensuite, un Wali, le Wali Bogou, du mouvement ISWAP, a été clandestinement assassiné. Compte tenu du rang qu'il occupait, il ne peut pas être éliminé ouvertement. On a prétendu une mission et il a été exécuté. Et ça, c'est toujours les stratèges français qui donnent cette recette. Donc pour revenir au 15, après ces incidents malheureux qui se sont déroulés du 7 au 9 d'abord, du mois de février, ensuite jusqu'au 28 du mois d'avril, où nous avons recensé, comptabilisé 108 exécutions. Ouais. Par rapport à cette mise au point, les terroristes ont demandé plus de matériel. Si vous vous rappelez, nous avons décrié la complicité du Nigeria et du Bénin à servir de relais dans l'acquisition des drones tactiques au profit des forces françaises. Mais nous savons que ce n'est pas au profit des forces françaises, c'était au profit des troupes terroristes. Mais des troupes terroristes françaises, ça c'est vrai. Le Nigeria et le Bénin ont dit qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais la vérité, comme je l'ai dit, elle est incompressible. Ce qui s'en est suivi, c'est des attaques en règle, avec les mêmes drones que ces pays-là ont achetés au profit de ces mouvements-là à travers la France, la couverture française, qui ont été utilisés pour détruire déjà en décembre 2024 des bases militaires du Nigeria, ensuite en janvier, et ce qui ne fait que monter en puissance jusqu'à date. Donc il a été décidé que des drones seront encore mis à la disposition des mouvements terroristes. De l'armement sera mis à la disposition de ces mouvements terroristes et un regroupement international de terroristes sera exécuté, conduit. Et c'est ce qui va se passer. Nous suivons les missions de ravitaillement de ces terroristes qui ont, à la date du 17 au 18 du mois de mars, acheminé en armement individuel AK-47 plusieurs milliers d'armes, qui ont acheminé
des armes collectives PKM, M80, 12-7. Mais ces armes collectives ou individuelles, malgré les affirmations qui veulent faire croire que c'est des armes prises sur les forces de défense et de sécurité, Oui. il n'y a que des esprits faibles, cupides et intéressés qui peuvent croire. Wow. Ils ont livré des armes 12-7 qu'on appelle Douchka, qui sont d'origine ukrainienne, que nous n'avons pas en dotation dans nos magasins d'armes. Même les types d'armes individuelles AK-47, ce n'est pas des armes que nous détenons, puisqu'il y a plusieurs types d'armes AK-47. Ce n'est pas des armes que nous détenons dans nos magasins d'armes. D'accord. Il est vrai, lors de certaines attaques, ces terroristes prennent souvent, saisissent des armes. Bien sûr. Mais comme nos troupes récupèrent des armes également sur ces mouvements terroristes, si les armes saisies sont des armes qui appartiennent aux forces de la Confédération, et les motos, les milliers, pour ne pas dire les dizaines de milliers de motos qui sont en circulation, elles relèvent toutes de ces forces de défense et de sécurité de la Confédération. Non, il faut qu'on arrête de dire ce qui n'est pas soutenable. Je vis récemment un certain Léon Jarret ou quelque chose comme ça, qui est du conflit armement, un spécialiste qui avait affirmé que toutes les armes, ils ont mené des investigations, toutes les armes viennent des pays de l'AES. Je serai bref pour décrire, rien que pour savoir si une arme, une seule, relève d'une unité, quel processus il faut suivre. Il faut saisir l'arme. Il faut relever le numéro de l'arme. Il faut communiquer le numéro de l'arme saisie à toutes les unités. C'est à travers ces messages de recherche qu'on appelle recherche de position d'une arme saisie que l'unité à laquelle l'arme appartient répond pour dire que l'arme numéro tant, tel type, est une arme qui relève de ma comptabilité et qui a été perdue dans telle circonstance. Une seule arme. Imaginez plus de 20 000 terroristes. Comment est-ce que c'est Léon Jarret, avec son organisation, qu'ils ont appelée CAR, C-A-R, ont pu approcher les combattants terroristes un à un pour relever les numéros des armes dont ils sont dotés, aller faire des recherches dans des magasins d'armes des pays de la Confédération et découvrir que justement ces armes relèvent soit de l'État nigérien, de l'État burkinabé ou de l'État malien. Malien, tout à fait. Techniquement, rationnellement, est-ce que vous pensez que nous sommes en disposition aujourd'hui d'ouvrir nos magasins d'armes à quelques représentants français ou autres? Pourtant, il l'a affirmé devant, bien sûr, les caméras de France 24, pour ceux qui suivent France 24. Il l'a affirmé, il l'a certifié, et à la question même de savoir comment se fait-il qu'ils puissent fréquenter les putschistes et que les putschistes leur permettent de faire ce travail pointu. Quelle réponse? Il dit que non, ils n'ont pas de problème avec les putschistes.
ils ont travaillé dans le milieu putschiste et que c'est le résultat de leur travail. À la raison de chacun d'en juger. Mais il a conclu par dire que leur seule contrainte, elle est financière. Ah oui. C'est pour vous laisser apprécier ce que je viens de dire. Donc, cette légende d'un armement pris sur les positions des forces de défense et de sécurité n'est qu'une légende. Ce n'est pas ce qui dote les auxiliaires de ces forces néocoloniales. Revenir encore à la mise en place des instructeurs à l'intérieur du Bornou. Présentement, à l'instant où je parle, il y a des instructeurs français, des instructeurs américains, 2 exactement, qui sont en train de former, je dis bien de former, ces mouvements qui sont dans le lac Tchad, dans la confection des ceintures explosives, dans la commission des attentats kamikazes, ce qu'ils ont appelé dans leur jargon, et les terroristes Nguemas, et qui bénéficient de la mise en place des drones, des explosifs. Pour revenir aux explosifs, ils ont livré par la même occasion 40 conteneurs d'explosifs au mouvement terroriste. Si vous vous rappelez, nous étions sortis pour décrier ça à travers un éditorial qui avait été fait à l'époque pour alerter les Nigériens de la menace qui pointait à l'horizon, parce que ces explosifs qui ont été mis à la disposition de ces mouvements terroristes n'avaient autre objectif que de commettre des attentats terroristes. D'accord. Ce jeu est joué par le Nigeria. Mieux, au cours d'une rencontre, c'est un officier de l'armée de l'air du Nigeria, toujours dans le lac Tchad, qui était venu en compagnie d'une délégation française, qui avait demandé à ces mouvements terroristes de leur désigner des îles, ce qu'on appelle communément ici Tumbo, sur lesquelles ils vont mener des frappes, mais en étant assurés que les terroristes ont pris les dispositions pour débarrasser les îles ou Tumbo de toute présence de leur famille, de leur matériel ou de leurs moyens. Et ils vont faire les frappes aériennes à travers les forces armées aériennes de la Fédération du Nigeria. Du Nigeria, bien sûr. Et ils vont montrer aux naïfs nigériens, tchadiens, qu'ils sont en train de lutter contre Boko Haram et ISWAP. D'accord. Pire, j'ai dit pire, récemment, vers le 24 avril, une délégation conduite toujours par ces mêmes puissances que j'ai citées, que je ne veux même plus citer, mais que les gens connaissent directement, accompagnée de 4 représentants du Nigeria, qui étaient en même temps interprètes, se sont réunis avec les mouvements terroristes qui sont dans le lac Tchad. Ils leur ont intimé l'ordre d'arrêter toute attaque contre les forces de défense et de sécurité du Nigeria, de s'attaquer impérativement aux forces de défense et de sécurité du Niger. C'est ce qui a fait que vers la fin avril, vous avez constaté une tentative de résurgence d'attaque
mais auxquelles attaques les forces de défense et de sécurité du Niger ont réservé le sort que ces mouvements néocoloniaux méritent. Le dernier cas est celui du 22, je crois, à Difa, avec l'attaque du poste de Bagara. C'est ça. Ils n'ont pas cessé, parce que les chefs terroristes même sont soumis à une pression énorme de la part de ces puissances coloniales pour impérativement faire tomber le Niger. Voilà ce qui se passe avec le Nigeria. Et voilà ce qui fait que nous n'avons pas confiance aux autorités du Nigeria. Nous savons leurs implications, qui sont militaires et qui sont politiques. Pour les implications politiques, peut-être qu'il faut rappeler juste deux événements. Tinubu était en France le 2 avril. Jusqu'au 2 avril, en tout cas, je crois qu'il était rentré vers le 4 avril. Au cours de cette rencontre, il avait signé avec la France qu'ils vont créer une école de formation militaire. Au Nigeria. Formation de langue. Une école de formation ou d'enseignement de langue française à Abuja, au Nigeria. Mais nous savons que ça n'a rien de... une école de langue française. Ce n'est pas les écoles civiles de langue française de haut niveau qui manquent en France. Et au Nigeria, le Nigeria n'a pas besoin de création d'une école de langue. C'est une base qu'ils veulent créer et il a signé l'accord le 2 du mois d'avril. Le 9, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, je crois, des Affaires étrangères, avait dit devant le Sénat, le 9, quand le Sénat l'a interpellé par rapport à leur négligence de vouloir laisser échapper au contrôle de la métropole française, des colonies du Sahel, il avait répondu que le soir même, le 9 avril au soir, il a une rencontre avec tous les gouverneurs du Nigeria. Que les gouverneurs du Nigeria ne s'en prennent pas à moi. Ils n'ont qu'à consulter l'intervention de Jean-Noël Barrot le 9 devant le Sénat. Ils auront la réponse à ce que je viens de dire. C'est pour vous dire que l'implication du Nigeria, malheureusement, qu'elle soit politique ou militaire, est toujours d'actualité.